Ce soir, on va parler physique et métaphysique. Tiens, en fait, Jamy, tu seras où dans 10 000 ans? Bah, à mon avis, je serai pas là, hein. Non, parce que nos déchets, ils seront encore là. Et surtout, ils seront toujours radioactifs. Tu vois? Ah ouais? Complément d'enquête sur nos déchets radioactifs et sur les poubelles du nucléaire qui débordent. Bonsoir et bienvenue au large de Tahiti. Dans un instant, on va vous montrer les conséquences dramatiques des essais nucléaires qui ont eu lieu entre 1966 et 1996 sur cet archipel, la Polynésie française, à 16 000 km de la métropole. Mais avant cela, on va s'intéresser au sujet le plus sensible de la filière nucléaire civile, que faire de nos déchets radioactifs? On n'est ni pro ni anti-nucléaire, le débat il n'est pas là. Je pense aujourd'hui que le réel problème, c'est les déchets. Le recyclage de l'atome, mis en avant depuis 50 ans par le secteur, est-il un mythe? Vous allez voir que la France est carrément obligée d'en appeler à la Russie pour retraiter son combustible usé. Une réalité que tente de minimiser l'industrie en influençant l'opinion avec de vrais faux experts scientifiques. Donc là, on me demande d'écrire un article qui doit mettre en avant de manière subtile et distillée les groupes EDF et Orano, anciennement New Areva. Le but, c'est que l'article, encore une fois, ait l'apparence d'un article objectif. Alors que la France est en pleine relance du nucléaire, on vous emmènera également à l'intérieur de l'usine de La Hague, au bord de la saturation. Regardez l'enquête de Nathalie Sapena, Brice Leborgne, Justine Veil, Michael Bozo et Guillaume Philippon. On se retrouve juste après. C'est un informateur qui a tuyauté les occupants de cette voiture. Une source qui les a menés sur l'immense port de Dunkerque en pleine nuit. Il est 4 heures du matin. Les 3 militants de Greenpeace se mettent en place. Ils traquent un cargo russe et son embarrassant chargement. Ils suivent le Baltiski depuis son départ de Saint-Pétersbourg 5 jours plus tôt sur ce tracker GPS. C'est l'usine de sidérurgique qu'on entend là. Pour le moment, il n'a pas molli. Il est toujours entre 8 et 9 nœuds, donc il va assez vite par rapport à ce type de cargo. Mais il va falloir encore un peu de temps. 7 heures du matin, le cargo entre dans le port. Mais pour la discrétion, c'est raté. Quant au chargement, l'informateur avait vu juste. Ce qu'on voit là, de manière très claire, c'est qu'au milieu de la cargaison, il y a des conteneurs, ce qu'on appelle 30B, c'est un type de conteneur utilisé pour transporter de l'uranium enrichi. Ça montre que depuis le début de la guerre en Ukraine, le commerce entre la France et la Russie continue et qu'on va continuer de recevoir des quantités importantes d'uranium. Ce jour-là, il a fallu plusieurs heures pour décharger les 25 fûts d'uranium transportés par le Baltiski. Les photos des étiquettes prises au téléobjectif le confirment. C'est bien l'entreprise d'État russe Tenex qui livre de l'uranium enrichi à la France. Depuis le début de la guerre en Ukraine, Greenpeace a révélé une dizaine de livraisons de ce type. Un commerce discret mais légal, le nucléaire échappe aux sanctions prises contre la Russie. Celle du 29 novembre 2022 est encore plus polémique. Elle concerne le combustible usé de nos centrales. Pour la première fois depuis 10 ans, la France en a envoyé une partie en Russie pour le recycler.
comment en est-on arrivé à s'associer avec la Russie de Poutine pour pouvoir réutiliser nos rebuts du nucléaire? Derrière ce commerce opaque, un sujet tabou, les choix stratégiques du nucléaire français. Quand la France fait le choix de l'atome après la Deuxième Guerre mondiale, elle veut retrouver sa grandeur. Pour cela, il lui faut la bombe et l'énergie qui va avec. Cette puissance nucléaire, qui est, comme vous le savez tous, le fond de l'activité de demain. Dès l'origine, la question des déchets nucléaires est remise à plus tard. C'est exact. C'est exact. Ce problème existe. Il faut trouver le moyen de disposer pour le moment des déchets qu'on a. On en trouvera bien parce que les problèmes d'ingénieurs ne sont pas des problèmes insolubles. On le trouvera. Et les ingénieurs envisagent les pistes les plus farfelues. Envoyer les déchets radioactifs dans le Soleil, sur la Lune et même dans les glaces polaires. La France finira par balancer à la mer des milliers de fûts radioactifs pendant des années. Ils y reposent toujours. Mais rien ne freine l'essor de l'atome. En 1973, le choc pétrolier fait basculer la France dans le tout nucléaire. On a pris la décision de réaliser le lancement de 13 centrales nucléaires. En moins de 10 ans, pour ne plus dépendre du pétrole, la France se couvre de centrales. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Des idées, on en a eu aussi pour les déchets nucléaires. Contrairement à la plupart des pays qui les stockent et n'en font rien, la France vante son modèle, le cycle du combustible. De la mine à la centrale, rien ne se perd, tout se transforme, ou presque. On recycle du verre, on recycle du papier, on recycle le coton. C'est la logique qu'on recycle effectivement tout ce qu'on peut recycler dans les combustibles. On s'engage vers une stratégie qui est uniquement pour entretenir un mythe politique du retraitement. Ça relève surtout ou de la fable ou du conte de fées. Sauf que, comme beaucoup de contes de fées, ça se finit jamais comme ça. Aujourd'hui, l'uranium usagé s'accumule. Les piscines de La Hague frôlent la saturation. L'État et les industriels vont devoir mettre des milliards sur la table pour éviter le scénario du pire. Si jamais c'est saturé, on ne peut plus décharger les réacteurs nucléaires. Et si on ne peut plus les décharger, on n'a pas le droit de les faire fonctionner. À l'heure où l'État a remis le nucléaire au centre de sa politique énergétique, je souhaite que 6 EPR2 soient construits. Comment va-t-on gérer tous nos futurs déchets? Aujourd'hui, on parle de la relance du nucléaire comme si les déchets n'existaient pas. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est une poubelle nucléaire estimée à 35 milliards d'euros. L'un des chantiers les plus colossaux jamais lancés en France. Un jour, dans la Meuse, les déchets radioactifs les plus dangereux seront enfouis ici, à 500 mètres sous terre, pour des centaines de milliers d'années. Ces déchets, issus du cœur de nos réacteurs, doivent être enterrés aussi loin que possible des hommes. Pour l'instant, Bure est le site d'un laboratoire de recherche de l'Agence nationale des déchets radioactifs, l'ANDRA. Ces ingénieurs étudient le projet d'enfouissement le plus avancé au monde avec celui de la Finlande. Chaque année, plus de 10 000 personnes visitent le site. Toutes en ressortent impressionnées. Là, vous mettez les bouchons, s'il vous plaît.
Ce jour-là, ce sont 6 étudiants géologues et ingénieurs qui viennent découvrir le laboratoire CIGEO. Donc ici, vous badgez et vous passez dans le tourniquet. « 6 minutes de descente à travers l'écorce terrestre. Donc si vous le souhaitez, vous regarderez entre les deux portes, on voit le puits. Vous tenez votre casque par contre, ce qui risque de tomber. 2 kilomètres de galeries ont été creusés pour le laboratoire. Le futur projet en comptera 250, l'équivalent du métro parisien. Le site a été choisi pour son épaisse couche d'argile imperméable, qui doit emprisonner les déchets les plus dangereux, ceux dont la radioactivité est la plus intense et la plus longue. Comme dans un musée, une visite guidée par une chargée de communication qui connaît son sujet. Pour vous donner une idée, dans le laboratoire souterrain, on a environ 28 000 points de mesure en continu qui nous permettent de collecter environ 2,5 millions de données par jour. Et toutes ces données qu'on exploite depuis plus de 20 ans maintenant ont permis de concevoir le stockage et permettent aussi de démontrer la sûreté du stockage à long terme. Ces déchets dits ultimes seront stockés dans des petits tunnels. Donc là, vous pouvez regarder, ça c'est une alvéole qu'on a éclairée, qui a été creusée en 2011 et qui fait 40 mètres de long. Donc c'est aussi tout l'objet du laboratoire souterrain, hein. Ça ne marche pas forcément du premier coup. Et c'est pour ça qu'on réalise tous ces essais. À l'intérieur, vous avez des extensomètres, donc c'est les croisillons, et qui permettent de mesurer la déformation du tubage. On voit qu'ils prennent le temps et l'espace de tester pour bien faire les choses. Et c'est vrai que j'ai découvert un peu le but du projet, enfin pourquoi on l'avait mis en place. De voir qu'on est à 500 mètres de profondeur et que tout est bien sécurisé, je pense que c'est la meilleure solution qu'on a pour l'instant. Ces futurs ingénieurs et géologues sont rassurés. Le message est passé. Même s'il va falloir patienter jusqu'en 2080, date prévue pour que tous les déchets ultimes soient enfouis ici. Nous sommes sur des déchets radioactifs, ce sont des déchets dangereux. S'il n'y avait rien de dangereux, on ne dépenserait pas des centaines de millions et de milliards qui sont prévus pour une installation et pour se protéger de la dangerosité. Cette installation-là offre une solution de gestion pour toutes les générations qui viendront après nous et les protégera de la dangerosité de ces déchets. Aujourd'hui, c'est la seule option qui a été retenue, le stockage en couche géologique profonde, et c'est d'ailleurs l'option qui est communément retenue sur le plan international. La question des déchets nucléaires est-elle réglée pour autant? Officiellement, le combustible usé de nos centrales ne produit que 4% de déchets ultimes. Ces matières ultra dangereuses dont on ne peut plus rien faire. Pour les 96% restants, les industriels affirment qu'ils peuvent les recycler. C'est en tout cas ce qu'ils vantent dans leur publicité. Déjà maintenant, le combustible nucléaire, ça peut se recycler, et pas qu'à moitié, à 96%. 96% des matières contenues dans le combustible usé sont valorisables pour produire de nouveaux combustibles. Allez, salut! Officiellement donc, ces 96% ne sont pas des déchets, parce qu'ils peuvent avoir une seconde vie. Mais dans les faits, est-ce vraiment le cas? Au début des années 60, les bulldozers ont envahi ce bout de littoral du Cotentin pour construire l'usine qui sera le pilier de la stratégie française de retraitement des déchets nucléaires. Le commissariat à l'énergie atomique a choisi La Hague et les champs de ce couple d'agriculteurs. Maurice et Hélène Mauger avaient la trentaine quand les ingénieurs du CEA ont débarqué dans leur ferme avec une belle promesse, le progrès. Ça fatigue. Ah oui, ça vous en fait du matériel. Ah oui, c'est... Oui, pas presque une remorque. Maurice est convié avec un groupe de paysans et d'élus locaux
à une visite touristique du site atomique de Marcoule, dans le sud de la France. Ils sont venus nous chercher en taxi. Là, ici, devant cette maison? Ils ont ramassé tout le monde en taxi pour nous mettre au train. Et on est parti à Marcoule directement. On est parti à Marcoule. Vous aviez déjà fait un voyage? En avion, vous êtes parti à Paris, puis après oui, oui, on est parti à Paris et ils nous ont amenés à Marcoule en avion. Oui, en avion. C'était la première fois que vous preniez l'avion? Ben oui, ben forcément. On ne bougeait pas de chez nous. Hein. Vous étiez bien reçus? Ah ben on était bien reçus, ben oui. Le restaurant, on avait tout ce qu'il fallait, quoi. Nous, on savait bien qu'on allait pour se faire instruire, pratiquement. On ne comprenait rien à ce qu'on nous racontait. L'atome, tout ça, les becquerels, pour nous, c'était de l'hébreu. Hein. Et quand vous êtes revenu, vous vous êtes dit quoi quand vous êtes revenu de cette visite de Marcoule? Oh, ben, on trouvait que c'était bien, quoi. Et puis, bon, ils ont continué à acheter les terres et tout ça. Puis, ça s'est passé tout doucement. Et puis, bon, ben, à la fin, tout le monde il trouvait son compte, quoi. Maurice Mauger vend ses terres. Il est aussi embauché comme gardien. Un emploi bien moins rude que la ferme. Il va y rester 25 ans, jusqu'à sa retraite. L'usine est construite au pas de charge en 4 ans. 60 ans plus tard, elle n'a cessé de s'agrandir. Elle s'étend aujourd'hui sur 300 hectares et 5000 personnes y travaillent. C'est devenu le poumon économique de la région. C'est là que convergent tous les combustibles usés des 56 réacteurs de France. Nous avons visité ce fleuron industriel, géré par Orano. Le combustible qui arrive ici est à la fois brûlant et hautement radioactif. Isolé dans ces conteneurs d'acier à l'épaisseur impressionnante. Le directeur adjoint du site nous sert de guide. Alors l'emballage lui-même, il fait plus de 100 tonnes et dedans, on va avoir à peu près 6 tonnes de combustible. Ils arrivent sur le site, après on va les positionner sur ce type, ce qu'on appelle un lorry, et ça va nous permettre en fait d'amener l'emballage jusque dans l'atelier pour qu'ensuite il soit déchargé. On est maintenant devant la cellule de déchargement des éléments combustibles et le grappin va venir chercher les éléments combustibles un par un qu'il va ensuite positionner dans un panier et ce panier, on va le transférer dans une piscine d'entreposage. Le combustible usé va y refroidir pendant 5 à 7 ans avant d'être sorti de sa piscine pour subir une succession de bains chimiques destinés à séparer ce qui pourra resservir et ce qu'il faudra enfouir. Ces fameux déchets ultimes qui finissent vitrifiés. On obtient à la fin une matrice de ce type, extrêmement solide. C'est un verre volcanique qui est très stable sur des centaines de milliers d'années. Et la radioactivité est emprisonnée dedans. Qu'est-ce qui se passerait si on tenait dans notre main, comme vous actuellement, un morceau de déchet? Très rapidement, on aurait une dose mortelle. Sous ces alvéoles, 3500 mètres cubes de déchets ultimes reposent dans des silos métalliques recouverts d'une dalle de béton. En attendant que le site de Bure entre en service, la poubelle du nucléaire se trouve donc à La Hague. Quand on regarde c'est quoi le volume de déchets vitrifiés produits en France depuis des dizaines d'années de production d'électricité par le nucléaire, eh bien tous ces déchets vitrifiés, ils tiennent dans moins d'une piscine olympique. Et je crois que cette image, à elle seule, permet d'avoir une meilleure vision du volume de déchets que représente finalement la production d'électricité avec le nucléaire. À écouter les industriels, le combustible de nos centrales ne produit donc que très peu de déchets et peut majoritairement resservir.
Dans les faits, c'est un peu plus compliqué. Jusqu'à présent, sur les 96% de matières valorisables, seul 1% est vraiment réutilisé dans les centrales. C'est le plutonium. Une matière qui permet de produire beaucoup d'électricité, comme l'explique David Boilet, un expert critique du nucléaire. Pas mal d'années. Ce plutonium a une forte valeur énergétique. Et donc, il permet de remplacer 10% d'uranium naturel. Et donc, il permet d'économiser 10% d'uranium naturel. Avant de pouvoir être utilisé à nouveau dans les centrales EDF, le plutonium doit être transformé en MOX, un nouveau combustible. Problème, on ne sait toujours pas recycler ce MOX à échelle industrielle. Ce MOX, lui, n'est pas retraité une seconde fois, et lui s'accumule. Et c'est lui qui s'accumule année après année à La Hague. Le MOX usé est donc en train de remplir les piscines. Et en plus, depuis quelques années, l'usine Orano qui fabrique ce MOX connaît des ratés. Elle produit de plus en plus de combustible inutilisable. Ces rebuts de MOX vont directement encombrer les piscines de La Hague. Vu que l'usine ne fonctionne pas bien, l'entreposage de rebuts de MOX s'est rempli beaucoup plus rapidement que prévu à La Hague et on a frôlé la saturation. Un risque pris très au sérieux par les autorités de contrôle du nucléaire. À La Hague, jamais un tel niveau de remplissage n'avait été atteint, comme le reconnaît le directeur adjoint de l'usine, qui nous livre un chiffre inédit. Aujourd'hui, on est à 97% d'occupation des piscines. Comment ça se fait qu'en 2023, on arrive à des piscines saturées à 97%? Est-ce qu'on n'a pas anticipé? Qui n'a pas anticipé cette saturation? D'abord, on n'est pas saturé. On anticipe une saturation qui n'arriverait qu'à échéance 2030. On n'est pas saturé aujourd'hui. 97%, ça peut paraître un chiffre important, mais on n'est pas saturé aujourd'hui. Il n'y a pas de risque de saturation dans la mesure où nous, on met en œuvre un processus de densification des piscines à partir de 2024. Densifier, cela veut dire mettre davantage de combustible dans les piscines. Une opération temporaire pour parer au plus urgent, qui a été validée par l'autorité de sûreté nucléaire. La saturation, le mot semble tabou chez Orano et EDF. En 2016, dans un rapport officiel de l'Institut de la sûreté nucléaire, l'IRSN, le chapitre sur la saturation des piscines a été presque entièrement caviardé. Absence de recyclage de l'uranium de retraitement, aléas d'exploitation sur les installations existantes. David Boilet a dû se battre pendant 2 ans pour obtenir enfin le chiffre. Et à l'époque, les piscines de La Hague n'étaient pleines qu'à 93%. Ce rapport de l'IRSN, il a été noirci à la demande... À la demande des exploitants. À la demande d'EDF. À la demande d'EDF, d'Orano et d'Andra qui ont appliqué la loi sur le secret des affaires. Ce rapport, il est intéressant, parce qu'il pointe vraiment le risque de saturation dont j'ai parlé, à cause de la procrastination d'EDF qui n'a pas augmenté ses entreposages à temps. Si on est obligé d'arrêter un réacteur nucléaire pour un problème de déchets parce qu'on n'a plus la place pour les mettre, en termes d'image, c'est désastreux pour eux. Parce que tout le discours de l'industrie nucléaire, c'est qu'on maîtrise les déchets. Et il n'y a pas de problème. Il y en a très peu et on les maîtrise. L'été 2022 qui a été marqué par... Stopper les centrales. C'est un scénario noir qui fait partie des hypothèses de travail de l'ASN, le gendarme du nucléaire. Est-ce que c'est un scénario plausible envisagé par l'ASN que les centrales s'arrêtent parce qu'on n'a plus de place pour les déchets ou le combustible usé? Dans l'hypothèse extrême où aucune capacité d'entreposage ne serait disponible pour accueillir les combustibles usés produits par le parc nucléaire, on pourrait effectivement imaginer que les centrales doivent cesser d'en produire et donc cesser d'être exploitées. Par rapport à une telle perspective, les exploitants disposent d'un certain nombre de marges opérationnelles. Donc il y a des parades pour les besoins en entreposage. Pour autant, dans l'hypothèse la plus contraignante, où les capacités d'accueil des combustibles usés ne seraient plus en mesure de faire face
à ce qui est produit par le parc, cela aurait un impact sur la possibilité d'exploiter les centrales nucléaires. Une situation que l'autorité de sûreté nucléaire avait prévue dès 2010. Son rapport annuel alertait sur la nécessité d'anticiper et de prévenir une saturation, et donc sur la nécessité de lancer la construction d'une nouvelle piscine. Mais rien n'a été fait. La critique adressée par le président de l'ASN est cinglante. Depuis 2010, on sait qu'en 2030, il y aura les piscines de lac seront saturées. Et pourtant, la décision pour en construire de nouvelles n'a pas été prise. Aujourd'hui, on est sur un calendrier de 2034. Il va falloir trouver des parades pour aller de 2030 à 2034. On n'a pas été prudent. Il y a un déficit de précaution chez les exploitants. Comment expliquer ce manque d'anticipation de la part des industriels ? Au moment des premières alertes, Anne Lauvergeon dirigeait Areva, l'ancien nom d'Orano. Est-ce que vous, quand vous étiez à la tête d'Areva, vous aviez identifié l'arrivée de cette saturation des installations? Tout était programmé, c'est-à-dire qu'effectivement, on voyait une saturation à venir et il y avait des investissements qui étaient programmés et qui n'ont pas été réalisés. Et pourquoi ils n'ont pas été réalisés? Vache maigre. Après Fukushima, vous avez pendant 3-4 ans, effectivement, un arrêt des nouvelles constructions. On a arrêté les investissements, on a fait partir les gens. On a considéré que le nucléaire n'avait plus d'avenir. Et vous aviez un EDF qui avait comme perspective de fermer la moitié de ses réacteurs. Donc on se réveille aujourd'hui dans un monde où il va falloir certainement plus investir parce qu'on a des retards significatifs d'investissement. Aujourd'hui, plus question d'attendre. EDF a acté la construction d'une nouvelle piscine à La Hague. Et le mot piscine est bien anodin pour décrire l'énorme chantier qui n'a toujours pas commencé. Un bloc usine de 3 bâtiments, 200 mètres de long, 100 mètres de large, 25 mètres de haut, sur un terrain équivalent au Stade de France. Mise en service prévue 2034 et une facture estimée à plus d'1 milliard d'euros. Voilà, on arrive dans la zone qu'on appelle le parc aux Ajoncs, qui est derrière ce grillage. Le terrain, pour l'instant, est une friche industrielle, idéalement localisée pour le numéro 2 de l'usine Orano. C'est logique que cette installation d'entreposage elle soit à proximité d'autres installations dans lesquelles il y a déjà des combustibles présents, là aussi pour optimiser les transports de matières radioactives. Et puis, il y a une logique aussi à ce que cette installation elle soit sur le site de La Hague, parce que comme je l'ai dit, ces combustibles, ils ont pour vocation, à moyen terme, à être traités. Et s'ils sont traités, ils seront traités sur le site de La Hague. Le chantier de la future piscine s'annonce compliqué avant même de commencer. Le terrain doit être décontaminé et il est plus radioactif que prévu. Pas de quoi altérer le soutien de certains élus locaux, comme Sébastien Lelon, le maire de Beaumont-Hague. Vous en pensez quoi, vous, de ce projet? Moi, personnellement, alors moi je suis salarié Orano et bon, ça reste deux industriels du fleuron français, hein, clairement. EDF et Orano. Pour les prochaines années, c'est peut-être des enjeux sur le territoire et des retombées économiques qui sont peut-être pas à négliger, nous, en tant qu'élus locaux. Moi, j'ai confiance. Peut-être prochainement, dans 20 ans, 30 ans, on dira on peut reprendre ces combustibles usés et que la science, la technologie évolue. C'est ça, ce ne sont pas des déchets? Non, alors moi, clairement, je ne prononcerai pas le mot déchets. Ce sont des combustibles usés. Et je ne prononcerai pas non plus le nom poubelle. Mais il y a une chose que les ingénieurs d'Orano et d'EDF n'avaient pas vu venir. C'est l'opposition d'une partie des habitants de la région. Après l'usine de retraitement, la centrale de Flamanville et le futur EPR, le site de construction des sous-marins nucléaires, pour certains riverains, c'est le projet de trop. Et il n'y aura pas de piscine. Et pas le MOX non plus. Marie-Ange Charpentier vit à quelques kilomètres de l'usine. Ce voisinage
ne l'avait jamais vraiment dérangée jusqu'à l'annonce de la construction de la nouvelle piscine. Elle rejoint alors les rangs des opposants au projet. Franchement, je ne connaissais pas du tout l'histoire du retraitement. C'est-à-dire, pour moi, on recyclait tous nos combustibles usés. Et là, je découvre que non. À la première réunion, où on devait parler de ce projet, tout était déjà pour EDF acté. C'était vraiment une posture haute. On avait le droit de discuter de la grandeur du bâtiment, qui fait 200 mètres de long, peut-être la couleur ou des choses comme ça. Mais ça voulait dire, on sait tous, c'était la sidération dans un premier temps. À partir du moment où on demande des informations alternatives, déjà, c'est considéré, c'est bizarre. Mais vous êtes quoi? Vous êtes anti-nucléaire? Ben, c'est pas la question. On n'est ni pro ni anti-nucléaire, le débat il n'est pas là, ce clivage, c'est aussi l'ancien monde. Vous n'êtes pas anti-nucléaire? Je pense même pas à ça. Je pense pas à ça, puisque je suis sur une terre nucléaire. Ce que je pense aujourd'hui que le réel problème, c'est les déchets. Ça me pose problème, effectivement, qu'on puisse pas recycler les déchets. Et surtout qu'on me mente. Puisqu'on me dit qu'on recycle. On recycle pas. On retraite et on stocke. Jusqu'à quand? Le calendrier d'EDF est serré. Prochaine étape, dépôt de la demande d'autorisation administrative d'ici fin 2023. En attendant, l'entreprise publique est tenue d'organiser des réunions d'information. Comme ce soir d'avril dernier, Marie-Ange et le collectif Piscine Stop sont conviés à Cherbourg. Nous aurions voulu écouter les échanges entre les militants et les représentants de l'entreprise. Nathalie Sapena, France 2. Oui, bonjour. Vous êtes Philippe Legrand, EDF. EDF. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on puisse assister à la réunion? J'ai demandé à ma collègue moi je m'occupe de faire rentrer les gens, j'ai demandé à ma collègue qui gère la presse de faire venir vous voir. Ça vous dérange pas? Non, avec plaisir. Elle va arriver, ok. Mais EDF nous a interdit d'assister à cette réunion. Excusez-moi, on ne peut pas rentrer juste pour filmer l'installation, au moins? Nous ne pourrons pas non plus participer à la conférence de presse organisée à l'issue de cette réunion, contrairement aux autres journalistes présents sur place. Ce soir-là, c'était la 7e réunion de ce genre. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas fait retomber la tension entre EDF et les opposants au projet. Il n'y a pas de dialogue. C'est-à-dire on a des questions et on n'a pas de réponse, donc on n'est pas à égalité. Cette piscine n'a pas de justification. Il n'y en a pas aujourd'hui. Sauf à continuer d'entretenir un mythe, faire croire qu'on va continuer un jour à retraiter. La question, c'est que de toute façon, cet héritage, il est déjà là, il est déjà gigantesque. Les déchets, les combustibles et l'ensemble de tous ces déchets issus du retraitement. Et c'est bien cette question de fond qu'il faut poser aujourd'hui. Les acteurs du nucléaire veulent convaincre les Français de la pertinence du recyclage. Mais visiblement, les réunions publiques ne suffisent pas. Un homme va nous révéler d'autres méthodes, beaucoup plus contestables. Julien ne donnera pas son vrai nom, il ne montrera pas son visage. Pendant 6 ans, ce journaliste a écrit environ 200 articles dictés par les industriels de l'atome. Une vaste opération secrète, orchestrée par une société française d'intelligence économique, Avisa Partners. Mon travail, c'était de transformer des éléments de communication en articles journalistiques. Ces éléments lui sont envoyés par Maelstrom Media, une agence basée en Slovaquie. Ses interlocuteurs ne communiquent avec lui que par mail, sous pseudo. Bonjour, je m'appelle Maxime. Je viens de rejoindre l'équipe chez Maelstrom, où je travaille avec Cécilia. Dans ce cadre, j'aimerais te commander un article de 5000 signes pour 110 € pour lundi prochain. Et donc il explique, l'article a vocation à constituer une réponse aux articles niant l'existence de solutions pour recycler les déchets nucléaires. Je te joins dans le corps de ce mail le brief de l'article, ainsi qu'un docword contenant les messages clés, donc des éléments de langage. Des éléments de langage qui vantent le cycle fermé du combustible
et les mérites du recyclage. Axé sur le fait que la France est pionnière dans le recyclage des déchets nucléaires depuis plus de 50 ans. Que ces déchets vont de plus pouvoir être réutilisés. Plume fluide, essence de la synthèse, Julien met en forme les documents fournis. L'agence n'a plus qu'à faire un copier-coller et à faire publier l'article. Recyclage des combustibles usés, un atout incontestable pour la filière nucléaire française. Sur des sites spécialisés ou dans les espaces débats de titres de presse comme Mediapart ou Les Échos. Impossible de savoir que derrière ces articles se cache la commande d'un industriel. Donc là, on me demande d'écrire un article qui doit mettre en avant de manière subtile et distillée les groupes EDF et Orano, anciennement New Areva. Le but, c'est que l'article, encore une fois, ait l'apparence d'un article objectif, qu'on ne puisse pas déceler que EDF ou Orano soient derrière. Le principal message à faire passer, il y a extrêmement peu de déchets nucléaires. La plupart du combustible usé peut être réutilisé. Vous y connaissiez quelque chose en déchets nucléaires Ah non, pas du tout. Moi, j'étais journaliste sportif, donc vraiment spécialisé dans certains sports. J'avais jamais écrit sur le nucléaire ni l'énergie. Mais ça, les lecteurs de Julien ne le sauront jamais, car ils croient lire la tribune d'un expert, un certain Arnaud Daguin, qui se présente comme un indépendant travaillant dans le secteur de l'ingénierie nucléaire. Tout est faux, même la photo. Nous avons découvert que ce visage est celui d'un directeur de théâtre à Moscou, Andrei Sokolov. Interrogé sur le cas de ce prétendu expert, le patron d'Avisa Partners, Arnaud Dacier, se défend dans un mail de toute manipulation. Arnaud Daguin est en effet un expert sur les sujets énergétiques et notamment sur le nucléaire. Quand les experts sont susceptibles de rencontrer du cyberharcèlement anti-vaccin, anti-nucléaire, nous leur demandons de publier sous un nom de plume qui permet de les protéger. Nos pratiques sont conformes, usuelles, légitimes et incontestables. Autrement dit, Julien aurait été la plume de vrais experts et pas de l'industrie nucléaire. Qu'en pensent EDF et Orano, les clients d'Avisa Partners dont la liste confidentielle a été révélée par nos confrères de Mediapart? Voici leur mail de réponse. EDF s'est constamment assuré que les actions mises en œuvre sont conformes à la réglementation, aux meilleures pratiques du secteur. Les termes sont identiques chez Orano. Les actions de communication digitale mises en œuvre par ses équipes et ses prestataires sont conformes à la réglementation. EDF affirme avoir cessé de travailler avec cette agence. Mais aujourd'hui, c'est un tout autre contrat qui met l'industrie nucléaire française sous pression. Sur le port de Dunkerque, les livraisons radioactives en provenance de Saint-Pétersbourg continuent, malgré la guerre en Ukraine. La Russie est un partenaire incontournable pour le recyclage d'une partie de notre combustible usé. Pour le mesurer, il faut revenir au traitement effectué à La Hague. À côté du 1% de plutonium et des 4% de déchets ultimes, l'usine isole l'uranium de retraitement, l'immense majorité, 95%, qui peut être réutilisé dans les centrales d'EDF, à condition d'être converti et réenrichi. Et pour cela, EDF et Orano n'ont pas de solution sur le sol français. Depuis les années 90, la France s'est donc régulièrement tournée vers la Russie et l'immense complexe industriel de Rosatom, le géant russe du nucléaire. Ce site ultra secret est situé à Seversk, en Sibérie, une ville de 100 000 habitants totalement fermée aux étrangers.
Jacky Bonnemain est un militant écologiste et l'un des rares Français à avoir pu visiter le site de Rosatom. C'était en 2012, dans le cadre d'une délégation officielle emmenée par des parlementaires français. Là, vous voyez, il y a un stock. Ils sont bien saturés. Ils sont bien saturés. Il était beaucoup moins plein quand on l'a visité en 2012. Ah, c'est énorme. C'est énorme. Ils en ont partout. Ça déborde. C'est des milliers de fûts, à ciel ouvert. Sur ces photos satellites prises récemment, impossible de distinguer l'état de ces fûts. Mais en 2012, Jacky Bonnemain a pu les observer de près. Dans ses notes, il a décrit ce qu'il a vu. Une partie de l'uranium appauvri d'Areva est là dans un enclos. Il est instable, corrosif, réactif. En période de canicule, il est susceptible d'évoluer en phase gazeuse. Les gardiens russes s'en méfient. Elles ne portent pas de code matière ni de panneaux orange qui disent leur identité. Elles sont là pour 50 ans, 80 ans, 100 ans. La visite de la délégation s'est déroulée sous la haute surveillance des services secrets russes. Interdit de prendre des photos, interdit de prendre des notes inutiles. Si vous êtes pris avec un appareil photo ou tout autre appareil qui vous permet d'enregistrer, vous serez mis en prison et toute la délégation sera expulsée. On est arrivé qui était quand même l'un des objets de notre visite, le quai de déchargement de l'uranium, de retraitement de l'usine de La Hague. Et là, le quai était plutôt envahi par les ronces, par les sureaux. Il y avait 2 pauvres types qui étaient là. Je trouve absolument incroyable qu'à un moment où on parle de souveraineté, d'économie circulaire, que le choix a été fait sur des installations mystérieuses, polluées, incontrôlables en Sibérie. C'est une aberration totale. À l'époque, l'affaire avait fait scandale et contraint EDF à suspendre son contrat. Depuis, la Russie affirme s'être mise aux normes et en 2018, le patron d'EDF en personne signe un nouveau contrat avec Tenex, la filiale de Rosatom. Un contrat sur 10 ans à $1 milliard, selon Tenex. Un montant qu'EDF ne nous a pas confirmé. Pas d'interview possible sur ce contrat avec Rosatom. Pour toute réponse, il faudra nous contenter de ce mail. La Russie dispose de la seule usine de conversion au monde capable de convertir l'uranium de retraitement. Un audit réalisé par les équipes d'EDF début 2021 sur le site de Seversk a d'ailleurs permis de confirmer la capacité de l'usine à respecter l'ensemble des conditions environnementales dans une installation répondant aux meilleurs standards internationaux. EDF a refusé de nous transmettre cet audit. Un audit que même le ministère de la Transition énergétique n'a pas consulté. Pas de quoi rassurer les associations écologistes, et notamment les associations russes. Andrei Ozarovski est un célèbre militant antinucléaire. Malgré les risques, ce physicien continue à témoigner à visage découvert. Il s'est déjà rendu dans la ville de Seversk grâce à un laissez-passer, mais n'a jamais eu accès aux installations de Rosatom. Les contrats internationaux de Rosatom représentent en fait un dumping écologique. Rosatom propose un service unique au monde, le stockage et l'enterrement de déchets en Sibérie, à ciel ouvert ou sous terre. Pour lui, EDF en profite pour se débarrasser d'une partie de ses déchets en Russie. Sur chaque conteneur d'uranium enrichi produit à Seversk, on produit 6 ou 7 conteneurs d'uranium appauvri. Alors la logique serait de dire « Allez la France, quand vous nous envoyez 1000 tonnes, récupérez 1000 tonnes. Prenez tout avec les déchets. C'est ça qui serait juste. » S'ils étaient honnêtes, ils donneraient les vrais chiffres. Pour moi, le réenrichissement, c'est juste une façade pour nettoyer le territoire français.
Comme EDF, Rosatom a refusé toutes nos demandes d'interview et de tournage. Il faut dire que depuis le début de la guerre en Ukraine, leur contrat s'est aussi retrouvé dans le viseur de nombreux parlementaires européens. Malgré notre dépendance au pétrole et au gaz russe, l'Europe a pris des sanctions. Et il est donc très difficile de comprendre pourquoi l'Europe est tellement hésitante et se montre si faible pour sanctionner Rosatom. Pas de sanctions, pas d'embargo. EDF versera donc bien $1 milliard pendant 10 ans à Rosatom. Et Rosatom, c'est l'État russe, selon cette chercheuse d'origine ukrainienne, spécialiste du secteur de l'énergie. Tout l'argent qui entre aujourd'hui en Russie, par n'importe quel canal, soit c'est le canal du gaz, soit c'est la vente du gaz, soit c'est la vente du pétrole, soit c'est la vente des services nucléaires, soit autre chose, tout cet argent qui touche au budget russe, il va être utilisé, bien sûr, on peut être incertain, donc pour les fins militaires, pour continuer la guerre en Ukraine. L'affaire du contrat russe devient politique et oblige la ministre de la Transition énergétique à monter au créneau pour défendre les choix d'EDF, dont l'État français détient aujourd'hui 100% du capital. On dépend de la Russie pour le retraitement aujourd'hui. Donc ça, alors il y a ça, c'est pas exact, je veux le préciser. La France ne dépend pas de la Russie. Pour le carburant, mais pour le retraitement, on en dépend. Non, parce que nous pouvons nous passer du retraitement du combustible usé. Ce n'est pas indispensable dans le fonctionnement. Et nous le faisons pas tout simplement parce que le coût de renoncer à ce contrat avec la Russie apporterait plus de devises à la Russie compte tenu des sanctions qui sont prévues dans le contrat que de le mettre à minima. Et donc nous ne sommes pas là pour servir la soupe à la Russie. Selon la ministre, la France ne dépendrait donc pas de la Russie. Mais alors pourquoi faire appel à Rosatom ? Nous avons tenté de poser directement nos questions au nouveau PDG d'EDF. Luc Rémond, le PDG d'Électricité de France EDF. Luc Rémond n'est pas celui qui a signé le contrat russe, mais ce n'est pas lui non plus qui le remettra en cause. Monsieur Rémond, bonjour, Nathalie Sapena, France 2, côté mon enquête. Je voulais vous poser une question. On va pas pouvoir répondre à vos questions. Je voulais vous poser une question sur les contrats avec la Russie, monsieur Rémond. Est-ce que vous allez poursuivre les contrats avec la Russie ? Pardon, excusez-moi. Le sujet est décidément bien sensible. Ça va nous suivre, il n'y aura pas d'interview, il n'y a rien du tout. Je suis désolé. C'est comme ça, il n'y a Pourquoi pas de... vous ne voulez pas répondre sur les contrats russes ? Je ne vais pas... Pourquoi vous ne voulez pas répondre avec la... Par mail, on va donner tous les éléments. Souvenez-vous, à La Hague, 95% du combustible usé est transformé en uranium de retraitement. Ce qui est envoyé en Russie revient ensuite en France pour être chargé dans la centrale de Cruas, en Ardèche. Sans la Russie, la boucle de valorisation de notre uranium de retraitement ne serait pas bouclée. Ce que souligne ce géographe, spécialiste du nucléaire civil. Ce contrat, il permet de matérialiser le discours sur le cycle du combustible nucléaire, c'est-à-dire l'idée que le combustible nucléaire pourrait finalement se recycler et pourrait vivre une forme d'économie circulaire et ne pas dépendre de l'extraction de matières naturelles, qui est un des discours centraux de l'industrie nucléaire française depuis les années 70. Mais ce n'est pas tout. Depuis 50 ans, cet uranium de retraitement s'accumule au Tricastin, dans la Drôme. Le stock a plus que doublé en 20 ans, passant de 16 000 tonnes à 34 000 tonnes en 2021. De quoi alerter le gendarme du nucléaire qui a prévenu. S'il n'y a pas de débouché à un horizon raisonnable, cet uranium de retraitement devra être requalifié en déchet. Compte tenu de la quantité d'uranium de retraitement qui se trouve sur le site du Tricastin, compte tenu des perspectives de réutilisation de cet uranium de retraitement, l'ASN considère qu'il est très peu probable que la totalité de ce stock soit un jour effectivement utilisée pour la production d'énergie. De ce fait, l'ASN dit qu'une fraction substantielle de ce stock devrait être
considéré et traité comme un déchet. Déchets ou matières valorisables, le choix des mots peut avoir de lourdes conséquences pour EDF, selon cet ancien membre du conseil d'administration de l'entreprise. Dans la comptabilité d'une entreprise, selon que ce stock s'appelle déchet ou selon que ce stock s'appelle combustible, c'est pas la même chose. Quand on a un combustible d'avance, c'est un revenu qui est un actif. Sinon, c'est une charge. Et donc, du coup, on a intérêt aussi à maintenir une espèce de fiction autour du fait qu'on va recycler, parce que tout ce qui s'appelle combustible aujourd'hui, si un jour doit s'appeler déchets ultimes, parce qu'en réalité ils ne seront pas recyclés, eh bien, ça va forcément peser sur les comptes de résultats, les bilans des entreprises. Mais pour les pro-nucléaires, pas question de parler de déchets. Bien au contraire, ils considèrent ces milliers de tonnes comme un avantage stratégique pour la France. L'autorité de sûreté nucléaire dit si on n'utilise pas ces matières, il va falloir les classer comme déchets. Oui. Et qu'est-ce que ça aurait comme conséquence que ces 34 000 tonnes d'uranium de retraitement actuellement entreposées au Tricastin deviennent des déchets? En fait, ça serait un coût à supporter pour les industriels, mais surtout, ça n'a aucun sens parce qu'il faudrait prévoir des installations spéciales pour les stocker définitivement, mais ça n'a pas de sens. Il faut voir ça comme une mine. C'est une chance pour la France d'avoir ces stocks, parce que c'est comme si on avait une mine uranium en France. Le projet de la France, c'est de continuer et de reprendre le recyclage de l'uranium de retraitement. Donc il va falloir qu'on trouve une autre solution, une solution alternative à la solution russe. Donc actuellement, bien sûr, une option, c'est de construire un atelier spécifique en France, mais peut-être que d'autres pays occidentaux seraient éventuellement candidats pour construire ces ateliers. Pour l'instant, aucun industriel européen ne s'est engagé. Quant à l'uranium de retraitement, le gouvernement a tranché. Il n'est pas considéré comme un déchet. La solution est même en vue. La France va investir 500 millions d'euros pour mettre au point de nouveaux réacteurs qui fonctionneront avec davantage de combustible recyclé. Mais cette enveloppe suffira-t-elle pour solder l'héritage de 50 ans de nucléaire civil? À perte de vue, des ravins, des collines, de la poussière. Un paysage façonné par l'homme depuis le début des années 70. À Arlit, au Niger, Orano a investi dans 2 mines d'uranium qui fournissent 10 à 15% des besoins français. Et depuis, les déchets de ces mines s'accumulent à l'air libre. Donc là, on va aller visiter la mine. Vous pourrez prendre des images. En mars dernier, Orano a invité une dizaine de journalistes français à visiter ses installations sous très haute protection. C'était avant le coup d'État au Niger. Un voyage de presse exceptionnel, car Orano n'ouvre jamais ses mines aux journalistes. L'un des enjeux de ce déplacement, c'est de convaincre la presse que tout est sous contrôle. Il y a un impact sur l'environnement. Nous avons une activité industrielle qui présente un certain nombre de risques. Et notre objectif, c'est de faire tout pour maîtriser ces risques. Et du coup, est-ce qu'il y a un impact sur l'environnement ? L'impact sur l'environnement, il est maîtrisé, il est mesuré. Et donc, on l'a bien vu tout à l'heure, les mesures que nous faisons, le monitoring que nous faisons montre que nous sommes en dessous de ce que la réglementation nous impose. De ces 50 ans d'exploitation, il reste des millions de tonnes de résidus radioactifs, entassés jusqu'à 45 mètres de hauteur sur 120 hectares. Voilà la montagne de déchets de l'une des 2 mines qui a fermé il y a 2 ans. Orano s'est engagé à la recouvrir d'un sarcophage. En attendant, masque obligatoire.
Et du coup, pourquoi il faut les recouvrir, ces 20 millions de tonnes? C'est issu donc, du traitement de minerai. Donc, c'est du minerai naturel qui est stocké à l'extérieur. Donc, donc on a forcément on a du gamma, on a du radon. Et donc il faut qu'on mette en place une couverture. Une couverture d'argile et de grès pour empêcher que les vents du désert dispersent les poussières radioactives. Y a-t-il un danger pour les populations alentours? Bruno Charéron, le directeur d'un laboratoire indépendant, la CRIRAD, a analysé récemment des échantillons de déchets d'Arlit. Les analyses qu'on a pu faire au laboratoire montrent qu'il y a plus de 450 000 becquerels par kilo. Ce sont donc des déchets radioactifs de la catégorie FA, faible activité. C'est pas TFA, très faible activité. C'est la catégorie au-dessus. Ils contiennent tout un cocktail de substances radioactives, parmi lesquelles le polonium-210, le plomb-210, qui sont très radiotoxiques par ingestion, le thorium-230, qui est très radiotoxique par inhalation, et ils produisent en permanence un gaz radioactif, le radon. C'est très choquant, évidemment, qu'ils soient à l'air libre depuis des décennies, mais surtout, deuxième élément, ces déchets radioactifs ont déjà pollué sur le plan radiologique et chimique les eaux souterraines qui vont en direction de la zone où sont captées les eaux potables qui approvisionnent l'agglomération d'Arlit. Orano se défend de toute pollution de l'eau et de toute conséquence sanitaire sur la population. Quelques semaines après ce tournage, le président du Niger a été renversé par des militaires. Les activités d'Orano dans le pays sont désormais en suspens, comme le sort des montagnes de déchets radioactifs. Et voilà pour cette enquête de Nathalie Sapena. On est de retour au sud de Papeete avec vous, Inamoueoura Cross. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Ensemble, on va discuter non pas de nucléaire civil, mais de nucléaire militaire. Vous êtes représentante à l'Assemblée de Polynésie. Vous avez 35 ans. Vous êtes atteinte aujourd'hui d'une leucémie qu'on vous a diagnostiquée il y a une dizaine d'années. Et vous vous dites victime des essais nucléaires qui ont eu lieu dans le Pacifique. Ça fait depuis 2018 que je suis très engagée dans le militantisme antinucléaire. Ça n'a pas été facile pour moi de commencer à me positionner ici parce qu'en fait, on a eu tellement de propagande d'État qui nous a bassinés qu'en fait, les essais étaient propres en Polynésie. Donc ça a été un lent cheminement de ma part pour aujourd'hui me positionner et dénoncer les conséquences de ces 193 essais nucléaires. Parce que pendant qu'il y avait ces essais, ces tirs dans le Pacifique, comment ça se passait en termes de gestion des déchets nucléaires? Je rappelle qu'il y a un peu moins de 10% des déchets nucléaires qui sont des déchets militaires. Alors, je vous avoue qu'on ne sait pas trop parce qu'on nous a tellement cachés. Il y a eu un gros mensonge d'État, mais je sais qu'une bonne partie a été océanisée, comme ils disent. Donc, en fait, ça a été... Océanisé, c'est qu'on balançait dans la mer directement. Sauf qu'en fait, c'est le lagon. C'est ici qu'on se nourrit de poissons principalement, majoritairement, matin, midi et soir. Aujourd'hui, le combat de votre vie, c'est la reconnaissance des victimes des essais nucléaires français ici dans le Pacifique. Vous étiez encore la semaine dernière aux Nations Unies, vous avez pris la parole et dit ceci. Venez voir nos cimetières, là où reposent tous ceux qui sont morts pour faire de la France la puissance nucléaire qu'elle est aujourd'hui. Venez rencontrer nos malades. Certains pourront peut-être vous raconter, au détour d'un douloureux souvenir, qu'après un essai aérien, il y a de grosses pluies, on perd ses cheveux, on a des taches sur la peau, on vomit et parfois on meurt. C'est cela le risque négligeable? Je suis allée dire devant la tribune des Nations Unies que nous avons été les souris de laboratoire de la France pendant 30 ans. Et j'ai le sentiment qu'on a été empoisonnés et pas seulement une seule fois. On a été empoisonnés 193 fois. J'ai le sentiment... Parce qu'il y a eu 193 tirs, hein, c'est ça, entre ça, exactement. 66 et 96. Je n'aime pas du tout le mot essai parce que je trouve que ça minimise totalement. Et quand on regarde la définition, un essai nucléaire, c'est une bombe nucléaire à des fins expérimentales. Et pour moi, je suis convaincue que nous avons été empoisonnés. Et maintenant, ma grande question, c'est j'ai actuellement ce poison dans le sang, la grandeur de la France, je la porte dans mon corps au travers de cette leucémie. Et pendant combien de temps, en fait, nos générations futures vont être contaminées? C'est pour ça que c'est le combat de ma vie et c'est un combat qui pour le moment, n'a pas de fin.
Oui, parce que pendant longtemps, on vous a dit que c'était absolument bénin. On a retrouvé, nous, plein d'images, plein de reportages dans lesquels on a d'éminents scientifiques qui prennent la parole. Par exemple, cette archive de 1985, on a Haroun Tazieff, donc célèbre scientifique géologue français, qui explique ceci. Est-ce qu'on peut dire, malgré la propagation de cette onde de choc, que tout risque de radioactivité peut être écarté après ces effets? Je suis absolument convaincu, comme je l'étais donc en 1974, le danger est nul, à condition que toutes les précautions soient prises pour l'implantation de chaque tir. Rétrospectivement, vous en pensez quoi quand vous entendez ça? C'est un peu une des vidéos parmi tant d'autres qu'on a eues en Polynésie, mais on avait même, ça c'est mes parents qui pourraient vous raconter, des cellules psychologiques pour faire comprendre aux gens en fait que non, ne vous inquiétez pas, les essais nucléaires n'auront aucun impact, sauf qu'on a des personnes qui tombaient malades. On a eu des cellules psychologiques ici Oui, ici. Il y avait des cellules dans chaque district, donc nos communes en fait, pour faire comprendre aux gens, bon ben n'ayez pas peur, tout va bien. Pour moi, à l'école, j'ai jamais appris quoi que ce soit. Je ne savais même pas qu'il y avait eu 193 bombes. Je pensais qu'il y en avait eu 5. Depuis quelque temps, on commence à connaître davantage la vérité sur ce qui s'est passé à l'époque. Il y a eu en 2013 de nombreuses déclassifications d'archives militaires françaises. On va prendre un exemple. C'était en 1966, le 2 juillet, premier essai d'une bombe atomique ici dans le Pacifique. 3 jours plus tard, on a un navire militaire français qui se rend sur place. Il y a des prélèvements qui sont effectués. On se rend compte que le plancton est contaminé, la nourriture également. Et dans ce rapport, on explique que la population tahitienne est parfaitement inconsciente, insouciante et ne manifeste aucune curiosité. Et concernant les retombées et le bilan de la dose totale ingérée par la population, il est écrit qu'il sera peut-être nécessaire de minimiser les chiffres réels de façon à ne pas perdre la confiance de la population qui se rendrait compte que quelque chose lui a été caché dès le premier tir. Ça me donne vraiment envie de pleurer parce que ça fait mal au cœur en fait, de savoir que dès le premier tir, l'État français savait que quelque chose n'allait pas et a quand même laissé sciemment nos populations au plus proche et a continué en fait. Là, on parle du premier tir, des retombées du premier tir, il y en a eu 192 autres. Donc là, je vous avoue que ça me perturbe quand même, ça me fait mal. Vous les avez lues, ces archives ? J'ai pas lu toutes les archives et je crois pas que je sois tombée sur ça. Et je vous avoue qu'il y a eu un moment donné où dans le militantisme, j'ai dû faire une pause parce que ça me bouffait intérieurement. Vraiment, j'en étais malade. Qu'est-ce qui est le plus grave dans ce que vous lisez là ? De savoir que l'État français était au courant et qu'ils ont quand même continué en fait. De savoir qu'on avait quand même des civils, on était des milliers, hein. Qu'on avait des enfants, on a des enfants qui sont morts, on a des mamans qui ont perdu la moitié de leurs enfants, on a des enfants handicapés. Les études épidémiologiques, elles sont parfois un peu contradictoires. On a l'INSERM notamment, cet institut français qui a remis ce rapport en mai de cette année et qui explique qu'il est possible qu'il y ait eu des effets sur la santé, mais qu'on n'en est pas certain. On n'a toujours pas d'études épidémiologiques d'ampleur qui affirment que oui, les Polynésiens sont massivement tombés malades à cause de ces essais nucléaires. Alors oui, j'ai vu cette étude et il parlait... Donc il y avait un semblant de reconnaissance avec, oui, il peut y avoir un lien avec les cancers de la thyroïde, mais ce ne serait que de l'ordre de 2%. Et là, pour moi, je crie encore au scandale et au mensonge, parce qu'il n'y a pas une seule famille en Polynésie qui n'est pas atteinte d'une maladie radio-induite, et notamment des cancers de la thyroïde. Et donc on avait reconnu dans une étude à Tchernobyl la corrélation entre le nombre de cancers de la thyroïde et l'accident de Tchernobyl. Et puis ici, ça va être, non mais ils sont malades parce qu'ils fument la cigarette, ou ils sont malades parce qu'ils sont obèses. C'est toujours ça. C'est oui un petit peu, mais en fait non, la majorité c'est à cause d'autres facteurs. Il y a un peu plus de 2 ans, le président de la République, Emmanuel Macron, est venu ici même à Papeete et il a eu un discours très fort sur les essais nucléaires. Il a parlé pour la première fois d'une dette de la France à l'égard de la Polynésie. Écoutez. Cette dette est le fait d'avoir en effet abrité ces essais. Et en particulier les essais nucléaires entre 1966 et 1974, dont on ne peut absolument pas dire qu'ils étaient propres. Non. Alors les mots sont pesés, hein. Il parle d'essais pas très propres, de dettes, mais il n'a pas demandé pardon comme réclamé par des Polynésiens. Et puis il a réfuté toute idée de faute intentionnelle de la France.
que nos scientifiques et nos militaires qui les ont faits alors ne vous ont pas menti. Il n'y a pas eu de mensonge. Il y a eu des risques qui étaient pris, pas parfaitement mesurés, parce qu'on ne les connaissait pas parfaitement, c'est vrai. Vous étiez satisfaite de ce discours ou il n'est pas allé suffisamment loin pour vous? Ah, pas du tout satisfaite, pas du tout satisfaite. Ça m'a beaucoup mise en colère parce que, au-delà des images que vous venez de montrer, il a parlé aussi de tourner la page en fait. Sauf que c'est pas possible. Quand on a des milliers de malades polynésiens atteints de cancer ou des enfants aussi atteints de cancer, des handicapés, on ne peut pas tourner la page parce que ça continue ce poison. Vous voudriez quoi, vous, aujourd'hui, de la part des autorités de métropole? Déjà qu'ils arrêtent le mépris, qu'ils arrêtent le mensonge. Quand je parle de mépris, c'est quand on continue de plus ou moins minimiser, de dire alors oui, mais nos militaires français aussi étaient touchés. Oui, mais nous, vous trouvez on que ce avait des discours populations. du président, il est méprisant? Oui, complètement. Ah, complètement. Moi, j'étais très en colère par rapport à ça parce qu'on est toujours dans un semblant de reconnaissance, mais avec beaucoup d'hypocrisie. C'était quand même une première que le président de la République parle de dette. Je pense que c'était le minimum. On attendait ça. Maintenant, on attend aussi les actions. C'est-à-dire qu'il nous aide réellement à supporter le coût de toutes ces maladies. Ce qui est un peu le cas. Hein. Depuis 2010, maintenant, il y a un fonds d'indemnisation qui est mis en place. C'était un petit peu laborieux au début. Il y avait très peu de dossiers acceptés. Mais en 2022, on a atteint un peu plus de 160 dossiers acceptés. Alors, ça peut paraître pas grand-chose, mais il n'y avait jamais eu autant d'indemnisation de victimes présumées des essais nucléaires français. Ah, pour moi, c'est un nombre totalement infime. On a eu des milliers de malades, en fait, et beaucoup n'ont pas monté ce dossier. On est vraiment loin de tout ça. On a une loi très complexe, en fait, où c'est à nous, en fait, malades polynésiens, à essayer de prouver, alors que moi, je pense qu'il faudrait partir sur une automatisation. Vous étiez en Polynésie de temps à temps, vous avez cette maladie et donc vous êtes indemnisé. C'est trop dur de se faire indemniser aujourd'hui? Tout à fait. C'est extrêmement difficile de se faire indemniser, donc c'est déjà pas facile pour les malades polynésiens de traverser leur maladie. Et en plus, on leur demande un parcours du combattant devant l'État français. Et puis, je trouve ça un peu dégueulasse, le fait que ce soit l'État français qui ait à juger de son propre crime. Alors, avec la déclassification des archives militaires, on se rend compte que la quasi-totalité de la population a potentiellement été exposés à de la radioactivité. C'est en tout cas ce qu'ont montré nos collègues de Disclose. Il y a 2 ans, ils ont publié une série d'articles qui montrent notamment qu'un essai en 1974 ne s'est pas déroulé comme l'avaient raconté les militaires selon la version officielle. Officiellement, le nuage était parti vers le nord de l'archipel et en réalité, avec les vents, ils ont frappé l'île principale, ici à Tahiti, et ils estiment qu'environ 130 000 Polynésiens, c'est la quasi-totalité de l'île, ont été exposés à plus d'1 millisievert de radioactivité, soit la dose minimum pour pouvoir être indemnisés en théorie. J'étais contente quand cette étude est sortie parce qu'on commençait à avoir encore un peu plus de vérité sur les conséquences. Mais après, ce que j'aimerais dire, c'est que là, on nous parle d'un essai. Quid de tous les autres essais? Et c'est là où j'essaye toujours de demander à l'État arrêtez de nous mentir et déclassifier tout. Dites-nous tout ce qui s'est passé, en fait. Vous pensez que tous les Polynésiens ont été touchés et sont potentiellement malades? Oui, pour moi, toute la Polynésie et même au-delà. Et puis, on a eu après... ils nous ont dit à un moment donné, oui, mais après, on est passé en tir souterrain, lagonaire. Sauf qu'en fait, vous ne pouvez pas comparer... Parce qu'on a fait des tirs atmosphériques en l'air. Et en gros, ils disaient, OK, on va minimiser les dégâts, on va faire en souterrain. Sauf que souterrain, pour nous, un atoll, en fait, c'est le lagon que vous voyez là. C'est les poissons, c'est tout ce dont... Les poissons que mange ensuite la population. On se nourrit, en fait. Toutes nos protéines, ça vient de la mer. C'est pas les vaches, forcément. C'est le poisson. Donc en fait, on se dit, OK, il y a eu 47 atmosphériques donc, qui ont empoisonné toute la Polynésie et ensuite ils ont mis une bombe dans notre garde-manger. Et je crois qu'il y en a eu 150. Aujourd'hui, vous êtes dans quel état d'esprit ? Je suis assez en colère quand même. Plus de 50 ans après le premier tir nucléaire, il n'y a pas eu beaucoup d'avancées. Oui, certes, on a une loi d'indemnisation, mais c'est un joli papier cadeau vide à l'intérieur. Ce n'est pas avec les centaines de dossiers qu'on peut dire que les choses ont avancé. Donc là, j'aimerais que la France nous écoute et que la France mette en place de réelles actions de reconnaissance. Une vraie loi qui pourrait être un peu comme la loi sur l'amiante ou le sang contaminé. Une loi qui indemnise automatiquement.
Eh bien, merci beaucoup, Inamoura Cross, de nous avoir accordé ce témoignage. Un grand merci à Hugo Plagnard et Clément Castex à la rédaction en chef. À la réalisation ce soir, c'était Chloé Pauline, Antonin Marcel, Pierre-Jean Perrin et Laurent Crozasso. À la préparation des plateaux, Caroline Durand et Jeanne d'Anglejean. Un immense merci également à nos collègues de Polynésie la Première pour leur accueil. Tout de suite, c'est Nous les Européens, présenté par Pierre Monégier. Excellente fin de soirée à tous sur France 2.